Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du cours sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les nouvelles formes de gouvernance économique mondiale et à quels besoins répondent-elles? Dans un premier temps, nous allons parler des instruments étatiques, c'est-à-dire les États, qui vont permettre une création opportuniste progressive. En effet, le premier sommet des 6 plus grands pays industriels, bientôt appelé G6, était prévu à 5, avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l'Allemagne. Or, l'Italie se vexe et ainsi s'invite à la réunion. Ils ont un but principal, développer le libre-échange. Ainsi, pour un peu de contexte, en fin 1971 et aussi en 1973, les ministres des Finances et les directeurs des banques centrales des 10 pays les plus riches au monde se réunissent pour décider ensemble de la dévaluation du dollar. En outre, en 1974, dans un contexte d'inflation des prix du pétrole décidé par l'OPAEP, qui est l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, les 13 principaux pays importateurs s'étaient enfin réunis à Washington pour coordonner leurs réponses. C'est à cette occasion qu'est créée l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Dans un deuxième temps, nous pouvons parler de l'alternance entre le G7 et le G20, qui est aussi connu en tant que clubisation de la gouvernance économique mondiale. En effet, en 1976, les États-Unis, pour contrebalancer la domination des Européens sur le G6, imposent la participation du Canada. Le G6 devient alors le G7. Ensuite, en 1991, le G7 de Londres invite pour la première fois Mikhail Gorbatchev, le dirigeant de l'URSS à cette époque. Le G7 devient ainsi progressivement le G8 en 1998, avant de redevenir le G7 en 2014 avec l'exclusion de la Russie à la suite de son annexion condamnée de la Crimée ukrainienne. Ainsi, durant ces réunions, les chefs d'État échangent et tentent de s'accorder sur les défis de l'actualité. L'économie y a automatiquement sa place et sa priorité. Par exemple, en 1989, le G7 décide à Paris de créer un groupe d'action financière internationale, ou GAFI, chargé de lutter contre le blanchiment des capitaux. Ensuite, en 2001, le G8, après le 11 septembre, étend les avantages du GAFI à la lutte contre le financement du terrorisme. Or, en 1999, le premier G20 consacre la montée en puissance des émergents. Mais la structure la plus opérante, notamment en matière financière, reste la G8. C'est pendant la crise de 2007 à 2008 que la G20 prend le plus d'importance. Mais les réunions du G20 ne mettent pas fin aux réunions du G7. Par exemple, celui de 2015 en Bavière prépare la conférence de Paris sur le climat. Et enfin, dans un troisième temps, les cycles de négociation du GATT organisés aboutissent de la création en 1995 de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce affiliée à l'Organisation des Nations unies. L'OMC, en effet, ratifié à Doha en 1995 par 145 États participants, aujourd'hui 159, a compétence sur les produits industriels, agricoles, intellectuels, services, etc., et sur les pouvoirs de surveillance, d'arbitrage et de sanction par l'intermédiaire d'un tribunal indépendant, l'ORD, l'organe de règlement des différends. Or, ces compétences s'arrêtent aux limites des espaces régionaux constitués comme l'Union européenne, l'ALENA, le Mercosur, etc. C'est ce que l'on appelle le principe de subsidiarité. Merci beaucoup et à la prochaine fois.